Bien, il est 10 heures. Je vous propose qu'on démarre. Je vois que le nombre de participants grimpe timidement. On est à 20 participants. Je vais commencer doucement à introduire pour laisser les participants qui s'étaient inscrits se connecter. On est à peu près, on a prévu un peu moins de 100 personnes sur ce webinaire. Donc effectivement, on en est vraiment au tout début là, des connexions. Donc, tout d'abord, bienvenue à tous et merci d'avoir répondu présent à cette petite présentation qu'on vous propose sur 2 heures. Je dis qu'on vous propose parce que vous allez voir qu'on est un certain nombre d'intervenants à s'alterner sur ce webinaire qui a comme ambition de vous présenter les avancées du projet qu'on va vous expliciter un peu plus en détail, qui s'appelle DigiPilot, dans le cadre d'un projet européen Smart AgriHub. Donc, avec un certain nombre de structures partenaires dont vous avez les logos représentés ici. J'espère que vous entendez bien et que le déroulé s'affiche correctement. N'hésitez pas, je vais vous montrer un petit peu comment, un peu juste après, intervenir dans le chat s'il y a des difficultés de son ou pour voir la présentation. Donc pour cette matinée, on vous propose d'avoir un certain nombre de séquences d'intervention. Donc l'objectif du projet DigiPilot, il vous sera rappelé, hein, on l'a mis dans le titre, l'idée c'est d'aller optimiser l'irrigation et la fertilisation azotée sur les cultures de blé. Et vous verrez un petit peu comment on envisage de réaliser ou d'accompagner les agriculteurs pour optimiser ces types d'interventions. Donc, le webinaire, il va se dérouler en 7 étapes. La première, je vous expliquerai un petit peu l'ensemble des intervenants et puis je me présenterai également. La deuxième, c'est une présentation du projet Smart AgriHub qui vous sera faite et puis de DigiPilot un petit peu dans sa globalité. Ensuite, on a demandé à ce que chaque partenaire du projet puisse présenter sa structure et son rôle au sein du projet. Et puis après, on rentrera vraiment dans le cœur de la présentation qui va être l'intérêt des modèles de culture pour suivre ces parcelles de blé et l'apport des capteurs dans ce suivi. Et puis, la partie 6 sera vraiment, une fois que ces modèles sont développés et que le complément avec les capteurs sera mis en place, quelles solutions numériques on peut apporter aux producteurs. Et là, vous aurez 2 exemples, l'outil ePilot et l'offre prédictive qui vous seront présentés pour vous montrer un petit peu comment on peut mettre en œuvre toutes ces innovations au profit des producteurs. Et puis, on vous propose en dernière partie un temps d'échange, on espère, de 20 à 30 minutes entre vous et les intervenants. Donc, les intervenants que vous ne verrez pas, parce qu'on va pas mettre nos vidéos, mais on vous a mis quelques photos pour que vous voyez un petit peu qui parlera à chaque fois. Donc, vous voyez qu'on est un certain nombre. En fait, tous les membres du projet vont intervenir de manière successive tout au long de la matinée. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Emmanuelle Gourdin, je travaille au sein d'Arvalis. Je suis chef du service des innovations digitales et coordinatrice avec Stéphane Gézéquel de ce projet DigiPilot. Donc, au sein d'Arvalis, on est un certain nombre à contribuer. Et là, ce matin, vous voyez qu'on sera 4 intervenants pour Arvalis. On a Noémie Bernard-Legal pour l'ACTA, qui coordonne le cluster France, vous le verrez, au sein du projet Smart AgriHub. Et puis, parmi les partenaires, Julie Ménez pour AgData Hub, anciennement API Agro, Nicolas Maubourguet pour ACTA Digital Service, Christophe Donte pour la coopérative GPS, Sandrine Regaldo pour la coopération agricole sud et Inès Tetaer qui représente les Digifermes ce matin. Pour information en termes de fonctionnalité du live, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, donc vous ne pouvez pas prendre la parole à l'oral, par contre vous pouvez la prendre à l'écrit et n'hésitez pas à le faire. Donc vous voyez ici, je vous ai mis un petit peu le déroulé, donc vous avez un petit logo avec un point d'interrogation qui vous permet d'accéder au volet questions. Et donc, vous pouvez poser vos questions. Donc, c'est toujours sympa de mettre votre nom. Ça permet quand même de rendre un petit peu plus convivial et humain le webinaire. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce qu'on vous propose, c'est que vous puissiez les poser tout au long de la présentation, même si on a un temps d'échange à la fin. N'hésitez pas, au fur et à mesure des présentations, de faire remonter vos questions. Et puis, on aura peut-être une ou deux questions à chaque fin de séquence
Comme ça permettra d'écluser un certain nombre de questions au fur et à mesure. Donc, n'hésitez surtout pas à réagir dans le chat pour rendre un petit peu plus dynamique cette séquence. Voilà, donc tout de suite, je passe la parole à Noémie qui va vous présenter le projet Smart AgriHub dans son intégralité et puis un peu plus en détail le cluster France. Noémie, je te donne la parole. Merci Emmanuel. Donc, bonjour à tous, Noémie Bernard-Legal. Je suis chargée de projet européen autour des thèmes de l'agriculture numérique à l'ACTA. Donc, une petite présentation de l'ACTA vous sera faite par la suite. Et du coup, je vais vous présenter le cluster France et le projet Smart AgriHubs au global. Je peux passer la diapo du coup, Emmanuel. Merci. Alors du coup, le projet Smart AgriHubs, en quelques mots, c'est un projet européen qui vise à accélérer la transformation digitale du secteur agro européen. Pour vous donner quelques chiffres, le projet Smart AgriHubs est un projet qui dure 4 ans, qui a débuté en 2018 et qui se terminera en 2022. Il a été financé dans le cadre du programme H2020 pour un budget global de 20 millions d'euros, dont 6 sont réservés à des appels à projets que je vais vous présenter juste après. Smart AgriHubs réunit 27 pays européens, 108 partenaires au global et il y a plus de 500 membres qui sont membres du réseau Smart AgriHubs au global à l'heure actuelle. Donc, le but de ce projet, c'est de développer un réseau européen de pôles d'innovation en agro-digital, de pôles avec des compétences multiples. Ces pôles d'innovation sont appelés Digital Innovation Hubs et c'est comme ça qu'on va les désigner dans la suite de la présentation. Associé à ce réseau européen de pôles d'innovation, il y a un réseau de centres de compétences associés qui se développe également au sein du projet Smart AgriHubs. Le projet vise aussi à apporter un soutien financier à 28 expérimentations pilotes dont DigiPilote fait partie et à lancer des appels à projets. Donc 2 ont été lancés en 2020, je vais vous les présenter juste après. On peut passer à la diapo d'après, Emmanuel. Merci. Alors, pour vous présenter plus précisément le cluster France et son rôle au sein de Smart AgriHubs. Donc, le cluster France est co-animé par l'ACTA et la région Pays de Loire. Donc, je représente aujourd'hui la région Pays de Loire en même temps que l'ACTA. Le rôle de ce cluster, c'est de constituer un point d'entrée du projet Smart AgriHubs à l'échelle française et bien sûr de faire le relais ensuite au niveau européen auprès des autres clusters européens. C'est d'offrir un soutien aux 3 expérimentations pilotes, donc, dont fait partie DigiPilote, membre du cluster France, et au projet lauréat des appels à projets. C'est aussi de structurer et d'agrandir l'écosystème, donc l'écosystème en recrutant à la fois des Digital Innovation Hubs et des compétences centers, comme je viens de vous présenter précédemment, et d'assurer une interconnexion entre les partenaires. Et plus généralement, c'est de faire de la communication pour promouvoir le réseau de l'agriculture numérique français. Aujourd'hui, le cluster France, il réunit 13 fermes d'évaluation des solutions numériques, donc ce sont les 10 fermes d'Arvalis, 30 DIH, donc Digital Innovation Hubs ou pôles d'innovation en agronumérique, plus de 50 centres de compétences et 3 expérimentations pilotes. On peut passer à la dernière diapo. C'est une présentation rapide de Smart AgriHubs. Pour en savoir plus sur le projet, je vous invite à visiter le portail de l'innovation, donc il est disponible sur le site internet de Smart AgriHubs. Vous pourrez trouver une cartographie plus globale du réseau à la fois français et européen, suivre les actualités et les événements du projet Smart AgriHubs et aussi avoir des infos sur les appels à projets dont je vous parle depuis tout à l'heure. Actuellement, il y a 2 appels à projets qui sont ouverts, sont Expand et Restart. Expand a pour but de financer des projets d'innovation qui déploient des outils et des services innovants, et c'est à destination plutôt des Digital Innovation Hubs et de leur écosystème. Et Restart a pour objectif de financer des hackathons et des data challenges. Et pour s'enregistrer en tant que DIH, vous pouvez aller visiter le portail de l'innovation et cet enregistrement en tant que DIH vous permettra par la suite de postuler pour ces appels à projets si jamais cela peut vous intéresser. À cette occasion, je vous invite également à participer au webinaire organisé le 29 janvier prochain qui aura pour but de présenter plus en détail ces 2 appels à projets. Voilà, merci beaucoup. Merci Noémie. Je vois pas, il n'y a pas de questions pour l'instant sur le projet Smart AgriHubs, donc je propose qu'on continue pour une présentation un petit peu plus détaillée du projet DigiPilote. Donc vous l'avez vu, il y a 3
FIE, comme il l'appelle, il y a beaucoup de jargon hein, dans les projets européens, mais 3 FIE qui sont financés dans le cadre de Smart Agri Hub et dans le cadre du Cluster France, dont DigiPilote. Donc vous avez l'ensemble des partenaires que j'ai cités en début de présentation représentés ici. Voilà. Donc ce projet DigiPilote, il a vraiment comme ambition de pouvoir proposer à terme des offres de services pour les céréaliers. Donc ce qui est vraiment attendu dans Smart Agri Hub, c'est d'avoir à l'issue des 3 ans de projet des innovations, des solutions numériques qui soient au niveau de TRL 8-9, c'est-à-dire quasiment dans les mains des producteurs. Donc il y a vraiment cette ambition de faire adopter au plus large, au plus grand nombre de producteurs des offres de services. Et dans DigiPilote, on se propose d'accompagner les producteurs pour le pilotage de leur culture et notamment de leur culture de blé. Et ça, d'autant plus pour gérer tout ce qui est aléas climatiques, puisque on le subit nous-mêmes en tant que citoyens, au-delà des producteurs. Hein. Chaque année, voit un certain nombre d'aléas climatiques se produire. Et donc, le développement d'offres de services, d'outils d'aide à la décision, nous semble un élément très important pour pouvoir accompagner les producteurs pour qu'ils puissent se projeter un petit peu dans le futur et les aider à prendre des décisions. Et là, on se focalise particulièrement sur tout ce qui va être les stress abiotiques, donc stress azoté et stress en eau. Et donc, on souhaite proposer des plateformes de services, des offres de services qui permettent d'accompagner les producteurs et leur conseiller pour gérer ces 2 types de stress notamment. Et donc pour cela, on va utiliser un modèle de culture qui vous sera présenté, qui est le modèle CHN, qui est développé par Arvalis. Et ce modèle de culture, on va l'utiliser en le couplant avec un ou plusieurs capteurs. Et vous verrez pourquoi on a pris cette décision de coupler un modèle de culture avec des capteurs. Une des grosses ambitions aussi sur Smart Agri Hub et sur ce projet, c'est de pouvoir proposer des innovations numériques qui ont une plus-value. Donc, ça peut vous faire sourire, mais on s'aperçoit avec les solutions numériques, c'est pas toujours évident d'aller évaluer les plus-values apportées par ces innovations et toutes les potentialités en termes de valeur ajoutée que ça peut avoir. Et donc, on a un gros volet d'expérimentation dans ce projet qui vise vraiment à évaluer les gains à la fois économiques, sociologiques, quand c'est possible, et environnementaux. Et pour ça, on s'appuie sur 2 réseaux, notamment le réseau des Digifermes qui vous sera représenté, et puis un réseau interne qui s'appelle iRepère, pareil, qui vous sera présenté et qui vous permet d'aller chercher justement à évaluer ces gains et à démontrer que les outils qu'on développe dans le cadre de ce projet ont une vraie valeur ajoutée pour les producteurs. Donc, vous l'avez écrit à droite, hein, les gains attendus. Ce qu'on vise, c'est un gain de rendement qui pourrait aller jusqu'à 10 quintaux hectares et surtout un gain économique de 10 à 100 € par hectare. L'écosystème du projet, vous l'avez représenté ici. Donc, la diapo, elle est un petit peu dense. Le niveau de TRL qui est en haut à droite, on vise, au démarrage du projet, on était quand même déjà à un niveau de TRL 6, hein, le modèle de culture existe déjà, on a déjà un certain nombre d'innovations qui sont en cours de développement et l'ambition, c'est vraiment de passer de 6 à 9, c'est-à-dire qu'à la fin du projet, on ait vraiment des offres de services proposées aux producteurs. Donc, on a 3 phases dans ce projet. La première phase, c'est une phase de R&D sur le modèle agronomique, donc notamment tout ce qui va être couplage entre le modèle et les capteurs. Donc ça, c'est pris en charge par Arvalis, en s'appuyant sur des réseaux Digiferme, iRepère, ce que j'ai dit. On a un volet 2 qui est assez important, qui touche à tout ce qui va être développement informatique, puisque c'est un peu le cœur aussi du projet, c'est de pouvoir proposer des outils, des outils de la décision, des plateformes de services. Et donc pour ça, il faut avoir un système d'information qui permet de se connecter aux différents référentiels, les référentiels sol, météo, variété, qui permet de coupler avec des capteurs, donc qui nécessitent de l'interopérabilité avec d'autres structures qui peuvent proposer des capteurs pour les plantes, et puis de développer bien sûr toutes les offres de services. Donc là, on a un certain nombre de partenaires qui interviennent sur cette partie, puisqu'on a Arvalis et GPS qui travaillent ensemble pour
une offre de service qui s'appelle ePilote, qui sera présentée. Arvalis et Acta Digital Service également travaillent sur une plateforme de service interne qui doit permettre de proposer une offre d'expertise qui s'appelle Predictis. Et puis, bien sûr, on travaille à ce qu'on appelle du CHN Insight qui ne vous sera pas présenté parce que ce n'est pas le cœur du projet ici, mais l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition à des tiers, notamment des éditeurs, les sorties de nos modèles, donc les briques assez élémentaires, les briques à mots. Et la phase 3, c'est une phase de dissémination qui débute là actuellement, c'est-à-dire disséminer tous ces outils, former les conseillers, les distributeurs à l'utilisation de ces outils dans les régions et on vise tout le territoire national. Et donc là, on a GPS, Arvalis et la coopération agricole sud, et puis AgData Hub qui doit disséminer aussi ces solutions plutôt vers les éditeurs de logiciels via leur plateforme. Je vous propose maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions, Sandrine, ou si on continue à dérouler. Non, on peut continuer. Non, on continue. Donc, je vous propose là que chaque partenaire puisse présenter un petit peu sa structure et puis son rôle dans le projet. On va commencer par Noémie pour l'ACTA. Oui, alors du coup, je reprends la parole pour vous présenter l'ACTA rapidement. Donc l'ACTA anime et représente le réseau des 18 instituts techniques agricoles dont vous avez les logos tout autour de la petite image. Donc ces instituts techniques agricoles sont des acteurs de l'innovation agricole pour une agriculture responsable et durable dans différents grands domaines agricoles, donc que ce soit les grandes cultures, l'élevage, les productions spécialisées ou la forêt. L'ACTA, dans son rôle de tête de réseau, a 3 missions principales. La première est bien sûr de représenter les instituts techniques agricoles auprès des pouvoirs publics et des parties prenantes. Le deuxième rôle de l'ACTA, c'est d'animer et de porter des actions transversales d'intérêt collectif pour ces ITA et de fédérer leur expertise plus généralement. Et enfin, l'ACTA a un rôle d'accompagnement du réseau des ITA sur des plans méthodologiques et fonctionnels, donc par exemple dans le montage de projets ou dans le support pour certains services administratifs. Notre rôle ACTA dans le cadre du projet Smart Agri Hub, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, c'est de co-animer le Cluster France avec la région Pays de Loire. Donc, cette co-animation implique une animation du réseau des Digital Innovation Hub, donc des pôles de compétitivité et des compétences centers au niveau français. Ça implique également la coordination des 3 expérimentations de pilotes donc DigiPilote fait partie, et plus généralement d'assurer le relais à l'Europe, donc de faire le lien entre le Cluster France et le reste de l'Europe sur le projet Smart Agri Hubs. Voilà, c'est bon pour moi. Merci Manuel. Merci Noémie. Stéphane pour Arvalis. Oui, bonjour. Donc Stéphane Gézéquel, directeur scientifique d'Arvalis. Donc Arvalis, c'est un des instituts que vient de vous présenter Noémie. Orienté sur les céréales à paille, le maïs, le sorgho, le lin fibre, la pomme de terre, les fourrages, et puis les plantes de service. Et donc l'objectif d'Arvalis, c'est d'amener de la compétence agronomique au service des producteurs pour tous les types d'agriculture et toutes les filières concernées, sur tout le territoire français, et dans une optique de rentabilité pour les producteurs et de durabilité de la production agricole. Et dans durabilité, bien sûr, je mets les aspects accompagner les producteurs vers la transition agroécologique, les aspects environnementaux et les aspects attentes sociétales. Donc le rôle dans le projet d'Arvalis, c'est la coordination qu'assure Emmanuel, qu'elle vous a déjà présenté, de l'expertise agronomique avec le modèle CHN, dont on vous parlera un peu plus tard, et puis le développement des API avec les partenaires. Et aussi, donc Emmanuel l'a déjà cité, c'est un point important, l'évaluation de la plus-value qu'on peut amener avec ce type d'outils jusqu'aux producteurs. Et donc pour ça, à la fois des expérimentations et à la fois un suivi de réseaux d'agriculteurs testeurs qui nous ont permis donc de voir l'impact réel de ces outils, du moins de la forme pilote de ces outils, et les plus-values que les producteurs pouvaient en retirer. Et donc à terme,
le développement d'une plateforme de consultation qui puisse servir à tous les partenaires intéressés sur ce type d'outils. Merci Stéphane. On passe à Nicolas pour Acta Digital Service. Bonjour, Nicolas Maubourguet, Acta Digital Service. Donc nous, on est partenaire du projet DigiPilote en collaboration directe avec Arvalis. Ma diapo, elle est très technique, on va dire, et beaucoup de choses du monde de l'informatique, puisque notre métier, c'est vraiment la technologie informatique. On est, je dirais, derrière l'agriculture avec Arvalis. Et on fournit avant tout le support numérique. Donc, nous, on est spécialisé dans la sécurisation de réseau, l'hébergement, l'audit de logiciels, les développements sur mesure, la gestion de projets, les architectures cloud et informatiques. Et donc, je remettais un peu toutes les technologies qu'on manipule et qui sont utilisées dans le cadre de DigiPilote. Donc, on va retrouver des clusters de serveurs avec Kubernetes, des technologies de virtualisation et de conteneurisation avec Docker, de l'Azure, du cloud Microsoft, et puis des langages informatiques, soit de calcul et de modélisation avec R, Python et PHP qui nous permettent de faire soit le pont entre la modélisation agro et l'outil informatique, soit les sites web, enfin la partie web des services qui seront ensuite offerts. Voilà. Merci Nicolas. Je passe la parole à Julie pour AgData Hub. Oui, bonjour, Julie Ménez, donc je travaille chez AgData Hub. À la base, AgData Hub, c'était un projet de recherche un projet CASDAR né par des instituts techniques agricoles. Ça s'est transformé en entreprise, donc c'est une entreprise aujourd'hui soutenue toujours par le secteur agricole et des partenaires privés, beaucoup de partenaires technologiques français. On propose donc la plateforme d'échange de données agricoles API Agro, sur laquelle on peut retrouver tous les jeux de données qui vont être utilisés. On va aussi bientôt présenter des solutions de consentement des agriculteurs, puisque de toute façon, nous, on se positionne sur l'usage maîtrisé des données agricoles. Et notre rôle dans le projet, donc c'est notre expertise sur les API et donc notre plateforme d'échange de données API Agro. Et on sera en phase 3 du projet pour la dissémination via les éditeurs de logiciels, enfin vers les éditeurs de logiciels. Merci Julie. Christophe pour GPS. Christophe, ton micro. Je crois qu'on a perdu Christophe. Stéphane, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux, c'est un peu délicat de présenter GPS à sa place, mais... Ouais, je pense que Christophe va revenir, mais juste dire un mot sur le développement de l'outil et pilote qu'on vous présentera ensuite. Donc GPS Coopérative du Sud-Est de la France a collaboré avec nous pour ce développement et surtout pour l'animation d'un réseau d'agriculteurs qui a servi d'agriculteurs testeurs, ce que je vous disais au préalable, et qui a permis de tester en conditions réelles dans un climat en plus difficile qui est le climat de la Provence, du sud-est de la France, pour les céréales. Sur blé dur et un petit peu blé tendre, l'outil est pilote qu'on vous présentera tout à l'heure. Bien, merci Stéphane. Je vois que Christophe n'est... Ah bah si, Christophe est de retour. Christophe, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Je ne sais pas si tu nous entends. Si tu nous entends, ton micro est coupé. Bon. Bah, écoutez, j'attends de voir, je lui redonnerai la parole, on va dérouler, puis je reviendrai peut-être sur la présentation de GPS. Ah si, Christophe, c'est Oui, bon. vous m'entendez, j'ai un gros problème de réseau, donc ça coupe très régulièrement. Oui, bonjour à tous, très rapidement. Effectivement, GPS a intégré l'Union Durancia depuis le 1er janvier. Cette union regroupe les coopératives GPS et Alpes Sud sur les départements essentiellement du 04 et du 05. On a un projet global d'accompagnement des agriculteurs dans la transformation agricole actuelle. Ah, Christophe, on t'a perdu. Bon, écoutez, je vous propose qu'on déroule.
Et puis, voilà. Sandrine, je te donne la parole. Merci, bonjour à tous. Donc Sandrine Regaldo, chargée de mission Grande Culture et Agroécologie à la Coopération Agricole Sud. Donc la Coopération Agricole Sud, c'est la fédération régionale des coopératives agricoles en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La fédération donc accompagne les coopératives dans une dizaine de filières de production régionale et représente environ 270 coopératives. Au niveau de son implication dans le projet DigiPilote, donc nous, on est impliqués au niveau de la dissémination de l'outil. Donc, ça passe par la promotion et la formation donc, des utilisateurs sur l'outil. Donc, les utilisateurs qui sont des agriculteurs ou des conseillers de coopératives qui utilisent l'outil. Ça passe aussi par l'information des différentes parties prenantes en région. Et puis, donc, de par son réseau national, après, élargir un peu le réseau d'utilisateurs et de personnes informées sur DigiPilote. Merci Sandrine. Et pour finir, Inès, pour les DigiFerm. Bonjour à tous. Moi je représente le réseau des DigiFerm, qui est un ensemble de stations d'expérimentation et puis d'exploitation agricole qui ont été labellisées pour leur évaluation et l'accompagnement aux nouvelles technologies dans le milieu agricole. C'est un réseau qui a été développé par 5 instituts, Arvalis, ACTA, Lidl, l'ITB et Terrinovia. Et notre rôle dans ce projet, c'est de contribuer au développement de l'outil en aidant aux correspondances des données avec les capteurs, les images satellites et puis avec les modèles agronomiques. On réalise également des tests et des évaluations de l'impact de l'outil et puis on participera à tout ce qui est diffusion et promotion de l'outil dans la dernière phase. Merci Inès. Je vous propose maintenant de passer un petit peu au cœur du projet. Et là, je vais laisser la parole à Guy pour 2 séquences autour des modèles de culture et de l'intérêt de coupler ces modèles de culture à des capteurs. Guy, je te laisse reprendre la main. Merci Emmanuel. Oui, du coup, je vais reprendre la main. Donc, Guy Day, donc ingénieur à Arvalis. Je travaille donc sur des projets mettant en œuvre le couplage modèle de culture à des capteurs de connectés. Donc là, pendant 30 minutes, je vais vous présenter donc l'intérêt, dans un premier temps, des modèles de culture pour suivre ces parcelles de blé. Et dans un second temps, je vous parlerai plus de l'intérêt de coupler justement ces modèles de culture avec des capteurs connectés pour le suivi de ces parcelles. Donc, tout d'abord, je reviens donc sur qu'est-ce qu'un modèle de culture. Donc, un modèle de culture, une définition, donc c'est une représentation simplifiée d'un système et de son fonctionnement. Par système et fonctionnement, dans le cadre d'un modèle de culture, on va parler donc plutôt de continuum sol, plante et atmosphère, et de l'ensemble des interactions et flux qu'il va y avoir entre ces différents compartiments. De ce système, on va en faire une représentation, c'est-à-dire qu'on va traduire par un ensemble d'équations, de formalisme scientifique ou de relations empiriques les différentes évolutions qu'il va y avoir dans ce système. Et cette représentation va se vouloir simplifier, puisque ça va correspondre uniquement qu'à un sous-ensemble de processus ou de mécanismes qui vont être représentés parmi l'ensemble des processus qui se déroulent au sein de notre système que l'on souhaite étudier. Ici, je vous ai montré par exemple un exemple de modèle de culture, de simulation finalement des transferts d'eau au sein d'une parcelle agricole. Donc ici, c'est le schéma donc sur la partie droite de la diapositive. On va retrouver donc 3 compartiments, l'atmosphère, la plante et le sol. Et puis le modèle de culture donc va finalement s'attacher à modéliser les différents flux de matière entre ces différents compartiments, donc représentés ici par les flèches sur le schéma, et à transcrire finalement donc ces flux par des équations et ainsi suivre l'évolution des stocks dans ces différents compartiments. Donc ça, c'était donc un exemple illustratif d'un modèle de culture. Maintenant, un modèle de culture doit permettre de répondre à un certain nombre d'objectifs et c'est ça qui va finalement définir la représentation que l'on va adopter de notre système. Ici, je vous ai listé quelques exemples d'objectifs que peut avoir un modèle de culture. Donc, dans un premier temps, un modèle de culture peut chercher, par exemple, à caractériser un système, notamment dans le cadre de suivi d'indicateurs, par exemple des indicateurs agronomiques comme
l'indicateur, par exemple, azoté de statut azoté d'une plante ou de statut hydrique. Un modèle de culture peut aussi chercher finalement à extrapoler la connaissance, c'est-à-dire à partir d'un milieu auquel on a peu de connaissances, on va faire tourner un modèle de culture et acquérir du coup des connaissances sur de nouveaux mécanismes, de nouveaux processus en jeu dans ce milieu. Dernier objectif cité, donc de prédire et d'aider à décider. Donc là, les modèles de culture, par la fourniture d'un ensemble de variables de sortie et d'indicateurs, peuvent permettre la prise de décision, notamment donc par rapport à des objectifs de production que l'on peut avoir. Et c'est sur ce dernier point vraiment que va s'inscrire le modèle de culture CHN, qui est utilisé donc et développé au sein d'Arvalis, puisque l'objectif du modèle de culture donc CHN est de piloter en temps réel donc les interventions d'irrigation et de fertilisation au sein d'une parcelle agriculteur, pour répondre donc à des objectifs de production et aux besoins du couvert. Donc, pour vous présenter le modèle de culture CHN donc, développé au sein d'Arvalis, donc le modèle CHN, c'est un modèle de culture à visée opérationnelle, c'est-à-dire donc qu'il est pour accompagner les producteurs dans le suivi et le pilotage de leur culture en temps réel. Donc, l'objectif est, au cours de la campagne, de solliciter finalement le modèle de culture CHN pour, à l'aide des sorties qu'il va fournir, pouvoir adapter ses interventions au contexte culturel ou au contexte pédologique ou climatique de la parcelle. Ce modèle de culture a été paramétré donc sur 3 espèces, le blé tendre, le blé dur et le maïs. Sur la partie basse de la diapositive, je vous ai représenté le jeu de données de paramétrage qui a été utilisé pour CHN. Donc, si on regarde les cartes plutôt donc, de distribution géographique des différents sites qui ont été utilisés pour paramétrer CHN donc pour les 3 espèces, donc maïs grain, blé tendre et blé dur, on voit finalement que le paramétrage couvre pour ces 3 espèces le bassin de production de ces espèces-là. Si on regarde plus donc le tableau à gauche, on voit finalement plus un descriptif chiffré des données utilisées pour le paramétrage. Ce paramétrage donc, couvre une vingtaine à peu près d'années climatiques pour chaque espèce, entre 15 et 20. Donc, ce qui va garantir ainsi un paramétrage dans différents scénarios climatiques. On va avoir aussi un grand nombre de traitements et de mesures sol et de plantes qui ont été utilisés, ce qui va garantir ainsi un paramétrage dans des situations très diversifiées agronomiquement, diversifiées sur le point de vue de la nutrition azotée, le statut hydrique. Et donc, ainsi, on va pouvoir, donc, grâce à ce jeu de données de paramétrage, avoir un modèle résilient dans un grand nombre de situations et qui va pouvoir donc, prendre en compte et fournir des sorties adaptées dans différentes situations pédologiques, climatiques et agronomiques. Pour maintenant plus présenter les différents mécanismes internes au sein de CHN qui sont simulés. Donc, sur cette diapositive, je vous présente les différents processus simulés au sein du modèle de culture CHN. Donc, CHN, ce qui va simuler, c'est des flux de carbone, d'eau et d'azote au sein du continuum sol, plante et atmosphère. C'est le sens donc, du schéma qui est représenté ici. Donc, avec toujours donc, les 3 compartiments, donc atmosphère, plante et sol. Si on s'intéresse dans un premier temps au compartiment sol, donc on va avoir à chaque pas de simulation un calcul d'un bilan azoté et hydrique à l'échelle du sol, qui va permettre donc ainsi d'avoir une information sur l'évolution des stocks d'eau et d'azote dans ce sol. Donc là, ça va être une confrontation finalement des entrées du modèle, donc des entrées de matière dans ce compartiment-là, que sont par exemple la précipitation, l'azote qui a été apporté par les interventions de l'agriculteur, et des sorties du système et du compartiment qui sont modélisées donc, par le modèle, comme le ruissellement, le drainage, l'évaporation, et puis les pertes d'azote associées à ces processus-là. Donc, on va avoir un descriptif à l'échelle du compartiment sol de l'évolution des stocks d'azote et d'eau. On va aussi avoir une modélisation de différents processus comme la minéralisation, l'hydrolyse, la nitrification, donc qui s'est représentée sur le schéma, donc qui va permettre d'indiquer finalement la répartition, la distribution chimique de ces éléments dans le sol. Enfin, on va aussi avoir une information sur la distribution de ces éléments au sein du profil de sol, ce qui va permettre, enfin notamment par des simulations des processus de redistribution au sein de ce profil des sols, ce qui va permettre ainsi d'avoir une information sur la disponibilité de ces éléments pour le compartiment plante.
Donc maintenant, pour le compartiment plante, ce qui va être simulé par CHN, c'est surtout une croissance foliaire dans un premier temps, qui ensuite, par des principes, les principes de Monteith, va ensuite simuler donc, une accumulation de biomasse. Ensuite, à cette croissance finalement donc en biomasse, qui va se faire à la fois sous forme aérienne et racinaire, va être appliqué des stress hydriques et azotés, donc en fonction de la disponibilité de ces éléments dans le compartiment sol, qui vont venir impacter directement cette croissance. Pour ce compartiment plante, on va avoir aussi un bilan d'éléments azote et eau à l'échelle de la plante, en confrontant finalement la demande de la plante aux besoins à l'offre plutôt que le sol va permettre en ces éléments. Donc ainsi, par ces différents processus simulés, on va avoir donc régulièrement des informations sur la répartition des éléments dans les différents compartiments. Sur la partie droite, donc, je vous ai montré un exemple de sortie obtenue du modèle CHN. Donc, le modèle CHN simule un pas de temps journalier, ces différents processus, donc du semis à la récolte. Ici, sur ce graphique, est représenté par exemple les sorties de quantité d'azote au cours donc, de la date dans le cycle de culture pour le sol en bleu et en rouge donc, pour la plante, donc sous format de déficit d'azote pour la plante par rapport à une trajectoire optimale. Et donc, on voit bien, donc, pour chaque date, on a accès à une valeur de variable, et puis à partir de la date du jour, on va avoir aussi accès à une projection de cette variable, donc représentée ici en traits pointillés, ce qui va permettre d'aider par la suite à la prise de décision à l'aide des sorties du modèle de culture. Pour poursuivre, donc plus spécifiquement sur les données d'entrée et de sortie, donc pour finalement la mécanique pour faire tourner CHN. Donc CHN va faire appel à différentes bases de données externes, comme donc des bases de données météo pour tourner, des bases de données de sol. Il va aussi faire appel à un ensemble de données d'entrée saisies par l'utilisateur, donc l'itinéraire technique, la variété, la date et densité de semis, par exemple. Donc CHN va tourner donc de manière journalière, va simuler différents stocks, les différents stocks d'eau et d'azote par exemple, des différents flux entre compartiments et les stress qui vont être appliqués au couvert. Et on va pouvoir ainsi, donc de manière journalière, venir récupérer donc un ensemble de variables concernant la plante, par exemple donc les stades phénologiques, par exemple la quantité de biomasse créée, la quantité d'azote absorbée, des informations en plus par exemple sur le compartiment, sur l'eau par exemple, donc sa distribution par exemple dans le compartiment sol, donc le stock présent dans le sol, les différents flux du flux d'eau qui ont eu lieu de manière journalière, de même pour l'azote. Donc on va avoir tout un ensemble de sorties qui vont permettre par la suite une prise de ces décisions en temps réel des interventions à la parcelle. Maintenant donc pour présenter plus les performances prédictives justement donc de CHN pour ces variables-là. Donc ici sur cette diapositive, je vous ai présenté donc une étude qui a été menée en 2016-2017 donc sur deux espèces, le blé dur et le blé tendre, sur un jeu de données indépendant du paramétrage. Donc ici, c'est sur un ensemble de sites a été fait donc des mesures de référence qui ont été comparées aux sorties modélisées du modèle, donc pour deux variables que sont la biomasse et l'azote absorbé. Donc ce qu'on peut observer donc sur ce jeu de données, c'est que déjà la distribution du jeu de données est conforme au bassin de production des espèces et que est assez représentatif plutôt du bassin de production de ces espèces. Et puis finalement, en termes de sortie, on obtient des biais qui sont relativement faibles et des erreurs de prédiction acceptables, notamment donc pour la prédiction de biomasse, une erreur de prédiction de 2 tonnes de matière sèche à la fois pour le blé dur et le blé tendre, et puis une erreur de prédiction pour l'azote absorbé pour ces deux espèces, comprise entre 45 kg d'azote et 40 kg d'azote par hectare. Donc finalement, on a un modèle qui, qui à l'échelle d'un réseau prédit correctement ces deux variables. Néanmoins, quand on regarde à l'échelle locale, on va avoir des fois des écarts assez importants entre justement modélisation et mesure de référence, ce qui, dans un cadre opérationnel, ce qui est le but visé par CHN, peut être à l'origine d'erreurs donc dans un premier temps de modélisation, puis de pilotage par la suite. Et donc, pour vous présenter finalement les limites qui peuvent être à l'origine de ces écarts importants, on va retrouver donc 3 limites justement à la modélisation.
Donc, dans un la première limite qu'on peut évoquer, c'est tout d'abord que CHN va simuler des stress azotés et hydriques uniquement, mais que dans certaines situations, dans certaines parcelles, il va y avoir d'autres facteurs justement qui vont impacter cette reproduction, donc par exemple des facteurs biotiques. Et dès lors que dans une situation, on va avoir ces facteurs non pris en compte par CHN qui vont être prépondérants dans le développement du couvert, et ben on va avoir un écart justement entre modélisation et mesure des références. Ensuite, autre limite à la modélisation, c'est l'imprécision donc, sur les données d'entrée saisie. Si on souhaite déployer sur un réseau important de parcelles le modèle, on ne va pas forcément toujours avoir accès à la donnée d'entrée nécessaire pour le faire tourner et de manière suffisamment précise, donc ce qui va par la suite forcément impacter les sorties du modèle. Et enfin, il y a aussi des erreurs qui peuvent être liées au défaut de paramétrage de CHN et qui peut ensuite provoquer finalement un écart entre modélisation et observation sur le terrain. D'où finalement, donc, sur la base de ces limites-là, l'idée de venir coupler notre modèle de culture CHN avec des capteurs connectés, justement, pour gagner en fiabilité dans la prédiction du modèle et pour du coup gagner par la suite en performance de pilotage. Donc on est toujours dans une optique de suite parcelle de blé, de gain en termes de pilotage. Donc la première, le point important, c'est finalement quelle complémentarité on va avoir entre notre modèle de culture et les capteurs connectés. Donc ici, je vous ai présenté les avantages et inconvénients de chacun. Donc si on reprend pour le modèle agronomique, ce que je vous ai présenté finalement, c'est en avantage, le modèle agronomique permet de réaliser un bilan agronomique qui intègre une grande diversité de facteurs, donc de facteurs hydriques et de facteurs azotés, et calculer donc un ensemble d'indicateurs qui vont par la suite être très utiles pour le pilotage. Il permet donc par des projections d'offrir une prévision d'évolution de ces variables et du coup donc de permettre la prescription d'intervention et la prise de décision. Néanmoins, comme j'ai pu vous le montrer, donc finalement le modèle présente des limites que sont soit un défaut de paramétrage, donc soit pour le type d'entrée, soit dans son paramétrage initial, soit donc par le fait que certains facteurs extérieurs ne sont pas modélisés dans la mécanique interne de CHN et qui du coup ne pourront pas être pris en compte sur les sorties, dont l'impact ne pourra pas être pris en compte sur les sorties, notamment donc l'attaque de ravageurs par exemple et l'enherbement. Face à ça, on a des capteurs connectés qui eux permettent de suivre en temps réel l'état de la culture, donc d'offrir finalement une information détaillée et fin de l'état de notre couvert. Ils offrent aussi une forte répétabilité de la mesure, ce qui leur permet finalement de couvrir une grande partie du cycle de culture et des phases cruciales aussi de développement. Leurs inconvénients néanmoins associés, donc c'est que c'est souvent donc des données physiques brutes qui finalement donc n'ont pas dans un premier lieu de sens agronomique et qui ont une certaine incertitude de mesure, donc là liée parfois à leurs conditions d'acquisition. Et il y a souvent un compromis dans ces capteurs entre une résolution temporelle élevée et une couverture spatiale importante qui peut des fois être limitant justement dans leur utilisation. Donc l'idée finalement de la complémentarité entre ces deux outils est bien de répondre finalement chacun à leurs limites. C'est-à-dire les capteurs connectés vont permettre d'apporter une information en temps réel de l'état du couvert et d'apporter l'information non prise en compte par le modèle de culture, et vice-versa, le modèle de culture va apporter un sens agronomique aux données mesurées par le capteur et la possibilité de prise à décision. D'où donc vraiment la notion de complémentarité. Donc pour vous présenter un peu un état des lieux des capteurs possibles et qui sont utilisés au sein d'Arvalis pour être couplés finalement au modèle de culture CHN. Donc ici, je vous présente uniquement pour les capteurs plantes. Donc pour rappel, un capteur, c'est un système électronique intelligent équipé d'un module de communication sans fil et de différentes sondes. Donc capteur de grandeur physique. Donc un capteur, c'est quelque chose qui va mesurer une variable physique et être en mesure de la transmettre pour utilisation ensuite. Sur le schéma, donc j'ai réparti les capteurs utilisés pour corriger CHN suivant leur résolution temporelle et leur couverture spatiale. Donc pour des résolutions temporelles faibles, donc de l'ordre de la journée, voire de l'heure, on va pouvoir retrouver des piquets connectés, donc qui vont mesurer un ensemble de variables à l'échelle de quelques mètres carrés sur la parcelle agricole. Pour la même échelle spatiale, mais à des résolutions temporelles plus élevées, parce que cela nécessite l'intervention d'un expérimentateur, on va retrouver l'appareil photo et le N-tester.
Ensuite, donc, si on veut gagner en couverture spatiale, on va passer à des outils comme le drone et le satellite. Donc, drone plus à l'échelle de la micro-parcelle et de la parcelle agricole, et le satellite vraiment à l'échelle d'une parcelle agricole, mais sur tout un territoire, mais qu'une couverture finalement sur l'ensemble d'un territoire. Donc, voilà, chacun a des résolutions et des couvertures spatiales différentes et va permettre d'offrir finalement un ensemble de variables biophysiques qui vont ensuite pouvoir être utilisées pour corriger notre modèle de culture CHR. Alors, comment est réalisée justement cette correction? Donc, cette correction est réalisée finalement sur le principe d'un couplage dynamique, c'est-à-dire qu'on a notre modèle de culture CHN qui est à partir de données d'entrée, donc soit issues de bases externes, soit saisies par l'utilisateur, donc des données d'entrée de type météorologique, de culture, pédologique, d'itinéraire technique, va simuler un ensemble de sorties, donc utiles au pilotage. Et en cours finalement donc de campagne, dès lors qu'une mesure donnée capteur sera disponible, le modèle CHN va venir valoriser cette donnée capteur en corrigeant ces simulations, donc en corrigeant ces simulations donc en temps réel. Et donc on va pouvoir ainsi, donc au cours de la campagne, valoriser les données capteurs pour corriger les trajectoires simulées de notre modèle de culture en fonction donc des mesures réalisées. Il est aussi important de noter finalement que ces données capteurs sont assimilées et non forcées pour justement donc prendre en compte le fait qu'à une donnée capteur est associée aussi une incertitude, donc liée à ses conditions d'acquisition. Et du coup, donc, on va ainsi donc avoir une véritable assimilation de la donnée capteur avec prise en compte donc, de son incertitude de mesure. Alors maintenant que je vous ai présenté finalement donc, comment s'articulait donc le couplage capteur connecté et modèle de culture CHN, ben, il va s'agir finalement d'évaluer maintenant leur performance. Quelle performance couplée ces deux capteurs offrent-ils? Donc ici, je vais vous présenter les résultats obtenus sur deux projets. Donc le premier, le projet européen donc IOF 2020, dont l'objectif était de piloter des interventions azotées à la parcelle, donc sur la campagne 2018-2019. Donc là, le principe était de venir coupler donc, le modèle CHN à des piquets connectés et à des satellites pour le pilotage des interventions. Et ensuite, donc, dans un second temps, je vous présenterai donc, les résultats du projet DigiPilot, où là, l'objectif était de prévoir l'état hydrique et azoté de la culture pour mieux optimiser donc, toujours les interventions. Donc, campagne qui a été menée de 2019 à 2020 et qui, du coup, s'est attachée à coupler finalement CHN à des données uniquement satellites. Donc, pour le premier projet, donc le projet IOF 2020, donc l'objectif est bien sûr d'affiner les sorties CHN pour mieux piloter par la suite les interventions. Donc, on va venir coupler finalement donc, notre modèle de culture CHN à des données satellites et de piquets. Donc, les données satellites et piquets, donc, ils vont nous offrir finalement comme variable une variable de LAI, donc c'est-à-dire de surface de feuille, qui va venir donc corriger de manière régulière et en temps réel les simulations de surface de feuille faites par le modèle, et ensuite donc des valeurs de biomasse aérienne simulées par le modèle CHN. Ceci va donc avoir des impacts en cascade sur d'autres variables du modèle, comme par exemple la quantité d'azote absorbée, et on va avoir ensuite donc finalement un gain en tout cas sur les sorties en CHN, c'est-à-dire qu'on a une modification justement de ces sorties pour être plus en adéquation avec ce qui est observé donc, sur le terrain. Donc là par exemple, je vous ai présenté une sortie d'indicateur azoté qui va être modifiée justement par la valorisation des données capteurs. Ensuite, donc, pour présenter quelques résultats, donc ici un exemple de résultats obtenus sur un site suivi dans ce projet, donc qui est le site de Boigneville, sur la campagne 2018-2019. Ici donc est présent donc 3 graphiques. À gauche, donc le graphique présentant l'évolution du LAI au cours donc, du cycle de culture. Sur la droite, donc la biomasse en haut et la quantité d'azote absorbée en bas. En code couleur, donc en vert, vous allez retrouver les simulations CHN sans correction par données satellites, et en rouge, les corrections de CHN, mais corrigées avec des données satellites et de piquets. Alors si dans un premier temps, on regarde pour le LAI, donc en bleu, sur le graphique donc de LAI en bleu, c'est les données capteurs qui ont été mesurées. Donc elles ont permis, ces données capteurs, de corriger à la baisse les simulations de LAI du modèle CHN.
Ceci a eu pour conséquence sur la biomasse, donc en haut à droite, de diminuer finalement les simulations de biomasse du modèle CHN et de se rapprocher des mesures terrain. Donc ici, les mesures terrain sont indiquées par une croix bleue sur le graphique. Si néanmoins on regarde pour la quantité d'azote absorbée simulée par CHN, on observe que la correction ici de LAI n'a pas été suffisante pour corriger suffisamment finalement la quantité d'azote absorbée, et que ça ne nous a pas permis finalement de gagner en estimation et en fiabilité sur l'estimation de cette variable-là pour ce site. Donc, en conclusion pour ce projet, ici, donc, on observe bien un gain de performance de valorisation de la donnée capteur sur la simulation de biomasse, mais pas sur la quantité d'azote absorbée. Du coup, ce qui a finalement amené au besoin d'une variable capteur qui va corriger simultanément la biomasse et la quantité d'azote simulée par le modèle. Donc, notamment donc, ces deux variables qui sont très intéressantes pour le suivi de la parcelle et le pilotage. D'où finalement l'idée de venir valoriser, de venir valoriser deux variables mesurées par capteur, que sont à la fois le LAI et la teneur en chlorophylle. Donc teneur en chlorophylle qui va apporter justement une information, donc qui va être mesurée par capteur et qui va permettre d'apporter une information sur le statut azoté du couvert. Donc c'est ce qui a été fait dans le cadre du projet DigiPilote, donc qui est présenté ici. Donc l'objectif est d'affiner les sorties de CHN à l'aide des données de satellites uniquement pour améliorer donc le diagnostic et l'accompagnement. Donc pour les variables disponibles par satellite, on va retrouver donc comme je vous l'ai dit donc du LAI, donc de la surface de feuille et de la teneur en chlorophylle. Ces variables-là vont permettre ensuite de venir corriger dans CHN la quantité d'azote absorbée directement, et donc en cascade d'autres variables simulées par CHN, et de fournir ensuite des sorties CHN qui sont plus conformes à ce qui est observé sur le terrain. Alors ce couplage satellite modèle de culture a été mis en œuvre cette année, donc l'année dernière, donc en 2020, sur un réseau d'essais multilocal à l'échelle France, donc que je vous ai présenté ici sur une carte de France. Donc là, c'est l'ensemble des parcelles qui ont été suivies cette année sur lesquelles a été mis en œuvre le couplage. Sur ces parcelles a été réalisé un ensemble de mesures des références qui vont servir à venir comparer donc les sorties de notre modèle corrigées ou non avec les données satellites et évaluer ainsi la fiabilité des simulations avec ou sans utilisation donc, de données capteurs. Donc pour vous présenter les résultats, donc ici est représenté les résultats pour la variable donc biomasse aérienne, donc avec correction ou sans correction par données satellites. Donc sur les graphiques, en abscisse, ça correspond à notre mesure de référence qui a été mesurée sur l'ensemble des parcelles de notre réseau d'essai, et en abscisse, donc la biomasse prévue par CHN, avec ou sans correction par des données satellites. Si on regarde sans correction par données satellites, on voit que finalement la biomasse prévue a été surestimée par CHN par rapport à notre biomasse mesurée. Donc ça, c'est en lien avec une année climatique, notamment dans laquelle on a eu en début de campagne des conditions finalement très hydromorphes qui n'ont pas été prises en compte directement par le modèle et qui du coup donc a simulé des biomasses plus élevées que ce qu'elles ont été observées. Si maintenant on vient valoriser donc, dans CHN les données satellites qui ont été mesurées sur ce réseau d'essai, donc c'est le graphique de droite, on voit qu'on a une forte correction de ces données-là et un alignement autour de la première bisectrice. Donc on a permis ainsi de gagner finalement sur les prédictions du modèle, puisqu'on a ici une biomasse prévue par CHN qui est bien corrélée et beaucoup mieux corrélée par rapport à la biomasse qui a été mesurée sur ce réseau d'essai. Donc ça, c'était pour la biomasse aérienne. Et ensuite, donc, pour la quantité d'azote simulée par CHN, donc sans correction, donc toujours on observe une surestimation, donc en lien avec les conditions de l'année, particulières de l'année, et avec correction donc, de données satellites. Donc là, on voit aussi finalement qu'on a eu un réel gain de l'assimilation des données satellites, notamment ici un gain important de biais si on compare donc les prévisions aux mesures.
avec correction de données satellites. Donc voilà, donc pour conclure sur ce projet DigiPilote, et sur les résultats que je vous ai montrés, donc valoriser la teneur en chlorophylle et le LAI mesuré par satellite a permis donc un gain en prédiction de la biomasse et de la quantité d'azote absorbée donc, par le modèle donc, CHN. Néanmoins, donc aussi, ce projet a permis aussi de montrer aussi des limites finalement à l'usage des données capteurs, donc des limites à la fois en termes de qualité et de disponibilité de la donnée, c'est-à-dire qu'il y a aussi des travaux à mener finalement là-dessus sur justement évaluer l'impact que peut avoir la disponibilité de la donnée, puisque suivant les conditions d'acquisition, on peut avoir plus ou moins donc, de données disponibles suivant les parcelles, et justement ça va avoir aussi des conséquences et des impacts sur les simulations du modèle, et donc il y a un fort finalement intérêt à travailler aussi, à évaluer justement cet impact de la disponibilité sur les sorties et sur les gains de prédiction du modèle. Voilà, donc pour conclure maintenant plus généralement donc, sur cette partie présentant l'intérêt du couplage des capteurs connectés au modèle de culture pour le suivi des parcelles et le pilotage des interventions. Donc ce couplage doit répondre finalement, doit permettre finalement de répondre à une lacune de modélisation du modèle de culture, donc, et de permettre ainsi de mieux s'adapter aux conditions réelles de la culture en justement prenant en compte des facteurs qui n'ont pas été modélisés au sein de CHN. Coupler donc des capteurs et des modèles de culture permet de gagner en précision sur les sorties, notamment par rapport à des objectifs tactiques et stratégiques. Et enfin, le couplage capteur et modèle de culture permet aussi finalement de développer l'usage de l'outil à grande échelle, puisque donc ça permet justement une utilisation dans une plus grande diversité de situations, avec une prise en compte de multiples facteurs, et donc un usage finalement qu'on peut beaucoup plus généraliser sur un territoire. Voilà, donc pour terminer, je profite effectivement d'avoir finalement la parole pour remercier donc finalement toutes les équipes expérimentales et collègues Arvalis qui ont été engagés dans ces projets, justement donc pour l'élaboration des différentes mesures de référence, pour l'appel à CHN et pour l'analyse des résultats. Merci beaucoup Guy. On a peut-être le temps pour prendre une ou deux questions avant d'enchaîner vers les offres de services qui s'appuient sur ces travaux. Sandrine, je te laisse la main. Oui, donc on a reçu quelques questions. Donc, une personne qui demande quelle explication on donne à la différence entre le niveau d'absorption de l'azote simulé et les mesures terrain. Donc là, ça fait référence donc, par rapport à l'écart entre ce que simule notre modèle CHN et nos mesures de référence. Donc là, c'était surtout en lien avec les conditions atypiques de l'année, donc avec des conditions d'hydromorphie, notamment en début de campagne, qui ont particulièrement impacté le développement du couvert, et qui du coup, donc, comme c'est un facteur qui n'est non pris en compte au sein de CHN, a provoqué et a été à l'origine finalement de l'écart observé entre notre modélisation et les mesures de terrain de référence. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Enfin, si, je pense. Après, on avait aussi, alors là, c'est plus une remarque qu'une question, mais voilà, on a eu un retour à propos des erreurs de prédiction de CHN, au niveau des performances, au niveau des 2 tonnes de matière sèche à l'hectare, là, en blé tendre et en blé dur. Quelle explication à ces erreurs de prédiction on peut donner? Donc là, c'était pour sur finalement le jeu de données que j'avais présenté donc là dans la première présentation, donc sur les 2 tonnes de matière sèche. Donc là, ça va être en lien finalement avec les différentes limites que j'ai pu évoquer. Donc là, c'était le modèle de culture finalement CHN seul qui tournait, donc sans couplage par capteur connecté.
Donc, c'était à l'échelle de l'ensemble d'un réseau. Donc, ça comprend finalement des situations pour lesquelles le modèle de culture, justement, va être mis en défaut par une absence, par des facteurs finalement non modélisés intrinsèquement dans le mécanisme du modèle. Donc, ça, c'est justement, ça revient aux conditions hydromorphes que je mentionnais pour la précédente question, qui vont provoquer donc des écarts entre le modèle de culture et les mesures de référence. D'où l'intérêt finalement de venir par la suite coupler, justement valoriser des données capteurs pour venir corriger ce modèle de culture. Peut-être Guy, pour compléter, ce qui n'a pas été précisé, c'est que c'est vrai que ces erreurs, elles sont mesurées tout au long du cycle, dès qu'on a des mesures sur nos essais. Donc la plupart des mesures, on a des mesures assez précoces, et puis 1 centimètre, et puis floraison. Je pense quand même qu'il y a une... Alors, j'ai pas retrouvé les références, mais que la majorité... il y a eu beaucoup de mesures qui sont faites à floraison. Donc, ces 2 tonnes de matière sèche, il faut aussi les voir au regard de la date à laquelle la mesure a été faite. Et notamment, dans nos jeux de données, on a quand même beaucoup de mesures à floraison. Mais tu me corriges, Guy, si je dis des erreurs. Oui, non. Ouais. Ok, on a une autre question qui est arrivée et qui demande donc est-ce que des indicateurs mesures de nutriments du sol sont envisagés pour la suite du projet pour corriger le modèle? Donc, des corrections directement, donc tu disais pardon du sol, je n'ai pas entendu. De nutriments. De nutriments du sol. Donc dans le cadre du projet Européen, alors c'est pas directement en tout cas des nutriments du sol, mais en tout cas une correction plutôt de la réserve justement hydrique du sol, donc par notamment des données tensiométriques, a été mise en œuvre et ça a montré notamment un gain aussi donc sur les sorties justement du modèle CHN. Donc là pour justement prendre en compte pour venir corriger justement la réserve utile et hydrique simulée par CHN. Donc il y a des travaux ici dans le cadre du projet, d'autres projets donc, qui ont justement donc, été travaillés pour ce sol-là, pour la correction donc, de la réserve hydrique du sol. Et après, à l'initiation du modèle, on peut saisir le reliquat. Il faut saisir le reliquat sortie hiver dans la mesure du possible. Guy, donc il y a des infos qui sont enregistrées quand même au début. Oui, alors oui, du coup pour l'azote, oui, on aura donc le reliquat sortie hiver qui, lui, bien sûr, donc peut être forcé en début de campagne, donc pour justement donc initialiser notre bilan en azote en début de campagne pour la parcelle. Et du coup, donc oui, c'est aussi une correction possible effectivement via le modèle CHN, c'est de venir corriger le reliquat azoté. En cours ou en début de campagne. Voilà. Il y a une question qui est arrivée juste à ce moment-là sur ce sujet-là en même temps. Donc, auquel on a répondu. Bien, merci Guy. Sandrine, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Oui, alors pardon parce qu'il y a des choses qui arrivent entre-temps. On en reprend encore une et puis on passe aux présentations. On en prend encore 2 parce que moi aussi je les vois. On prend les 2 là, les 2 dernières et puis après on rebasculera les questions qui arrivent sur la dernière partie du webinaire. Donc une remarque d'une personne qui travaille à GPS, pardon, qui dit qu'il est prévu pour 2021 le couplage avec du BIAPI potentiel qui fournit des cartes de RU sur le secteur de GPS. Ok, est-ce que Stéphane ou Christophe, si ta connexion est un peu meilleure, vous voulez réagir à cette remarque? Oui, Stéphane, donc ça fait référence à ce que décrivait Guy juste avant, hein, c'est-à-dire que la réserve hydrique du sol, évidemment, c'est un critère important, et si on peut la vérifier et intégrer ça dans le modèle, c'est un facteur de gain de précision, ça c'est indéniable. On l'a vu dans le réseau e-repère, hein, je pense que Guy reviendra sur le réseau e-repère. Et donc il y a plusieurs manières d'acquérir cette information de RU qui est jamais facile à quantifier. Il peut y avoir des tensiomètres, hein, c'est ce qui est préconisé dans le cadre du réseau e-repère.
il peut y avoir des cartes de réserve utile du sol faites à partir de la résistivité ou de la conductivité. Hein, et c'est cette voie-là qui est suivie dans BIAPI et que cite Axel là, dans sa remarque. Mais voilà, de toute façon, c'est une bonne idée d'avoir, d'une manière ou d'une autre, un outil qui permet de préciser la réserve utile du sol. Ok, merci Stéphane. Sandrine, Donc oui, on a une autre question. Donc la technique d'assimilation est-elle un filtre de Kalman? Et une remarque, donc dans le Nord, la disponibilité des images S2 est parfois limitante. Oui, donc la technique d'assimilation, oui, c'est bien un filtre de Kalman et qui justement donc, va permettre donc de pouvoir donc lisser un petit peu cette disponibilité des données qui est variable d'un site à l'autre. Donc le filtre de Kalman, ça va surtout être utilisé donc pour l'assimilation donc de ces données capteurs dans CHN et le lissage finalement aussi des incertitudes associées à ces données capteurs. Et pour la remarque sur la zone nord et la problématique des faibles disponibilités, sûrement en début de campagne, notamment autour du stade des pierres centimètres, des images. Guy, est-ce que tu as des éléments à apporter par rapport à ça? Donc, oui, donc ça c'est des travaux en tout cas qui sont menés en ce moment, donc justement pour évaluer l'impact de cette disponibilité et d'essayer justement de juger voilà, pour quelle disponibilité et à quelle phase de la culture on va avoir un gros impact sur les simulations du modèle et du coup un gros écart entre nos mesures de référence et la modélisation. Donc oui, ça fait partie aussi des enjeux à avoir, donc justement par rapport à cette assimilation des données capteurs et aussi donc à cette variabilité aussi territoriale de la disponibilité capteur, notamment satellite, oui. Et après, ça fait le pont un peu avec le projet IOF 2020 où on a pu justement essayer d'imaginer coupler des données satellites à des capteurs terrain, notamment des piquets, qui n'ont pas vu le jour aujourd'hui, enfin, ces piquets connectés. Mais effectivement, ça fait partie de travaux de recherche, de pouvoir avoir des systèmes d'acquisition terrain portables, pour justement pallier à cette problématique d'images satellites non présentes. Mais alors ça pose d'autres difficultés, c'est-à-dire qu'il faut que les différents systèmes d'acquisition soient bien alignés parce qu'on observe quand même un certain nombre de biais entre les différents dispositifs. Donc là, c'est des choses qu'on regarde un peu en détail, mais qui sont assez complexes et pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas de solution clé en main. Voilà, je vois qu'il y a quand même une toute dernière question, qu'on est toujours dans le fil, Sandrine, sur le chat. Je te laisse la poser et puis après on bascule aux deux dernières interventions. Oui, donc quelqu'un demande si c'est possible de passer du reliquat azoté avec les capteurs. Donc oui, justement, donc ça reviendrait à considérer finalement que le reliquat azoté a été mal paramétré finalement initialement. Et donc finalement utiliser donc les données satellites ou capteurs de manière générale pour venir corriger CHN permettrait de venir finalement corriger les simulations qui se seraient écartées du fait qu'on n'ait pas saisi un reliquat initial. Donc ici, les mesures capteurs viendraient finalement donc corriger les simulations du modèle liées à l'écart de reliquats simulés. Voilà. Néanmoins, je pense qu'on peut rappeler pour une bonne utilisation du modèle, effectivement, plus on aura de données d'entrée, notamment reliquats azotés, mieux c'est. C'est-à-dire qu'il ne faut pas miser non plus tout sur les capteurs et il faut quand même essayer, dans la mesure du possible, de renseigner un certain nombre de données d'entrée. Et ça, on a des travaux là-dessus, justement, de notre collègue Benoît Pilmal, qui a fait un gros travail pour évaluer les données qui nous semblent vraiment indispensables à saisir en amont. Même si on a des données capteurs, tant mieux, ça va permettre d'affiner. Mais pour autant, il nous semble que c'est quand même un certain nombre de variables qui nous semblent assez importantes et indispensables à renseigner au démarrage, pour éviter de partir dans le décor.
Voilà, je vous propose qu'on bascule sur la dernière séquence de notre webinaire, donc avec 2 interventions. Donc là, on va essayer de se projeter un peu sur, finalement, en utilisant ces modèles, ces capteurs, est-ce qu'aujourd'hui, ou en tout cas à court terme, on peut imaginer mettre dans les mains des producteurs des offres de services qui leur permettent d'essayer de gérer au mieux les aléas et de piloter, dans la mesure du possible, leur culture. Et donc, on va avoir 2 interventions, une autour de l'outil ePilote et puis une autour d'une offre d'expertise qui s'appelle Predictis. Donc Stéphane, je te laisse la parole pour nous présenter ePilote. Merci. Donc ePilote, on est vraiment à l'échelle de la parcelle, hein, la parcelle agricole. Donc l'agriculteur va choisir une ou plusieurs parcelles de son exploitation. Et en fait, le principe, c'est d'intégrer des données parcellaires, donc en l'occurrence de l'image satellite, dans le cas des pilotes, de l'intégrer pour permettre de corriger CHN par de la simulation, ce qu'on vient de voir, et ensuite donc de produire des sorties du modèle CHN qui puissent servir de base à un conseil adapté et dynamique pour l'agriculteur, en termes d'irrigation pour ce qui concerne le côté hydrique, et puis bien sûr de décision sur les apports d'azote pour ce qui concerne la nutrition azotée. Voilà, donc ePilote, c'est ça. Alors après, on peut imaginer bien sûr aussi le côté spatialisation à la parcelle, mais on ne s'est pas intéressé à cette dernière étape dans le cadre du projet ePilote. On s'est intéressé aux sorties du modèle et à la déclinaison en conseil pour l'agriculteur. Donc comment ça fonctionne? Il y a une interface, donc c'est un site web qui a été développé, qui est accessible tant par ordinateur que sur smartphone pour les agriculteurs. Et sur ce site web, en fait, on va renseigner tous les paramètres qui permettent de faire tourner CHN. Donc on va demander à l'agriculteur, ça peut être aussi son technico-commercial de coopérative qui lui crée sa parcelle, peu importe, mais l'objectif c'est de créer les parcelles, donc avec une localisation sur une photo satellite en dessinant les bords de la parcelle, qui permettra après d'acquérir facilement les photos satellites. Donc localisation, variété, donc blé dur ou blé tendre dans le cas des pilotes, date de semis, et ensuite, bien sûr, si l'agriculteur fait une intervention, notamment un apport d'azote ou une irrigation, il le déclarera via le chatbot de l'application ePilote. Donc ça, c'est un outil un petit peu de dialogue dynamique avec l'agriculteur, cette interface. Et ensuite, bien sûr, on va avoir le calcul du modèle. Donc oui, c'était juste pour vous donner un petit aperçu du site. Donc vous voyez que, alors on l'a réalisé en test donc en 2019 et en 2020. Et en 2020, il y a eu 120 conseils délivrés dans la période printanière, la période importante pour les décisions en termes d'azote et d'irrigation. Et ça représente à peu près 1400 calculs réalisés sur 11 parcelles, donc un échantillon de test. Donc pourquoi autant de calculs? Tout simplement parce que par défaut, on a en fait fait tourner les calculs CHN toutes les nuits pour avoir disponible tous les matins. Alors on ne s'est pas servi des sorties tous les matins, évidemment, ça ne change pas d'un jour à l'autre. Mais en tout cas, la mécanique était prête pour avoir à disposition, n'importe quel jour, le calcul réactualisé de la nutrition azotée et de l'état hydrique de la culture. Donc on va le voir sur la diapo suivante. Alors, évidemment, CHN peut produire beaucoup de sorties graphiques de différents types, des tas de calculs. En fait, pour cette application vers un conseil agriculteur, on a choisi 2 types de courbes, les 2 qui sont présentées ici. Donc, en haut, c'est une courbe sur l'état hydrique du sol, et en bas, c'est une courbe sur la nutrition azotée. Et donc, ce sont ces 2 courbes, finalement, qui vont servir aux techniciens référents à élaborer un conseil pour l'agriculteur.
Donc en fait, le technicien référent a accès à tous les calculs. Hein. Donc je vous dis, tous les matins, il peut consulter les parcelles dont il a la charge pour voir un peu ce que donnent les calculs. Donc la courbe du haut, en fait, c'est la courbe bleue hein, qui donne l'état hydrique du sol. Donc un déficit hydrique, hein, puisqu'au printemps, c'est souvent le cas. Donc quand la courbe bleue est tout en haut, c'est qu'il n'y a aucun déficit hydrique. Et puis quand la courbe bleue commence à baisser, c'est que la réserve hydrique du sol est consommée petit à petit par le blé. Et donc vous voyez qu'il y a un espèce de seuil rouge. Alors vous avez les stades du blé, c'est peut-être un peu petit, vous ne voyez pas, hein, épi 1 cm, 2 nœuds, dernière feuille étalée et piaison. Et donc vous avez, selon la réserve utile du sol justement qui a été codée pour la parcelle, donc là vous voyez une réserve utile totale, c'est un sol profond, on a quasiment 200 mm, voilà le seuil noir de réserve utile pour le sol, ce qui fait une réserve facilement utilisable pour le blé d'environ 140 mm, c'est la courbe, enfin c'est le seuil rouge. Et donc bien sûr, quand la courbe bleue va arriver au voisinage de ce seuil rouge ou passer en dessous, ça sera le moment pour l'agriculteur de déclencher une irrigation. Voilà. Donc, et ça permet, vous avez, pour la courbe bleue, en fait, c'est un calcul réel, mais le modèle prend aussi en charge l'avenir, hein, c'est-à-dire que dans les sorties du mois de mars, par exemple, on avait le prolongement de la courbe en pointillé pour l'avenir, ce qui permet à l'agriculteur d'anticiper ces déclenchements d'irrigation, et c'est ça, bien sûr, qui est très précieux et intéressant pour lui. Voilà, donc en haut, c'est le déficit hydrique, qui permet de tenir compte évidemment de toute pluie ou de toute irrigation amenée par l'agriculteur et d'être très réactif là-dessus. Et donc la courbe du bas, c'est un peu la même chose sur la nutrition azotée. Alors là, cette fois, vous avez 3 courbes. La courbe bleue, c'est la disponibilité en azote pour le blé. Et donc évidemment, quand l'agriculteur fait un apport d'azote minéral, une fertilisation minérale, vous voyez la courbe bleue qui bondit hein, à hauteur du nombre d'unités d'azote apportées par l'engrais minéral. Et puis ensuite, petit à petit, le blé consomme cet azote et la courbe bleue diminue jusqu'au rendez-vous suivant. Et donc là, il y a une petite aide enfin même une grosse aide à l'interprétation, qui est en fait un seuil de pénalité. Comme pour l'eau, le seuil de pénalité était la courbe rouge. Là, en fait, le seuil de pénalité est la courbe verte, c'est-à-dire c'est un seuil de stress azoté, si vous voulez, qu'il ne faut pas dépasser, parce que si vous dépassez ce seuil de stress azoté, la courbe verte, à ce moment-là, vous avez une pénalité de rendement pour le blé. Et donc, le stress azoté, c'est la dernière courbe, c'est la courbe rouge. Et donc là, le tableau de bord pour l'agriculteur et son technicien, c'est de faire en sorte qu'avec ces pratiques de fertilisation azotée, son stress azoté vécu par le blé, donc la courbe rouge, ne dépasse jamais la courbe verte qui est le seuil de pénalité. Voilà. Vous voyez que c'est le cas pour ce producteur. Hein, il a fait son premier apport d'azote bien avant que la courbe rouge commence à monter, hein, vous voyez. Mais ça, c'est une pratique assez courante, notamment en climat méditerranéen, parce que comme il y a des périodes sèches assez longues, notamment vers épi 1 cm, on a plutôt tendance à anticiper un peu les besoins avec un premier apport d'azote. Et ensuite, vous voyez que pour le deuxième apport d'azote, par exemple, il a parfaitement respecté la règle que je vous citais, c'est-à-dire qu'il a laissé le stress azoté s'installer, donc il n'y a pas eu de surfertilisation azotée. Par contre, il a pu déclencher son deuxième apport d'azote avant que le stress azoté devienne pénalisant pour le blé, hein, ce qui était très, très bien. Et ensuite, il est revenu vers dernière feuille pour le troisième apport d'azote, avant que le stress azoté ait redémarré. Mais là aussi, la traduction des sorties CHN en termes de conseils est assez délicate parce qu'il faut s'adapter au climat, il faut s'adapter aux caractéristiques de l'exploitation agricole, de l'agriculteur. Et dans le sud-est, on a souvent des céréaliers qui ne sont pas que céréaliers, ils ont d'autres cultures à s'occuper. Le climat au mois d'avril peut être assez chaotique avec également des périodes sèches. Donc en général, quand il y a un créneau favorable climatique,
même si le stress azoté n'a pas atteint un niveau élevé, c'est bien de profiter d'une période humide pour faire un apport d'azote, du moment qu'il peut être valorisé par la plante, et c'était le cas de son 3e apport d'azote. Voilà. Donc ça vous montre l'intérêt de ces 2 types de sorties, hein, la sortie hydrique et la sortie nutrition azotée, pour vraiment fournir une base à un conseil personnalisé pour l'agriculteur en termes de décision sur sa parcelle. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que on a testé ça donc sur un effectif réduit hein, de parcelles et d'agriculteurs avec la COP GPS, ce qui a permis d'interagir avec les testeurs, de leur demander comment ils vivaient ce nouvel outil, est-ce que ça leur donnait, est-ce que c'était pratique pour eux, est-ce que ça leur amenait vraiment un plus par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire, puisque ces testeurs étaient plutôt des gens déjà assez techniques, hein, déjà bien au fait du pilotage azote et eau, et on a estimé avec eux le gain moyen, alors qui est variable hein, d'un producteur à l'autre et d'une année à l'autre, mais qui se chiffrait à peu près à 100 € hectare, soit d'économie par rapport à de l'azote ou d'une irrigation qu'ils auraient mise et qu'ils ont économisé, soit en gain pour arriver à un rendement potentiel de l'année qu'ils n'avaient pas vu venir et qui leur a été permis d'atteindre grâce à un meilleur pilotage. Donc on a chiffré en moyenne sur cet échantillon qui reste assez restreint, un intérêt d'environ 100 € hectare sur du blé dur sur ces 2 années de test. Voilà. Alors, ça c'est l'aspect individuel des choses, hein, vraiment comment chaque producteur voit le service et comment il peut en tirer profit. Et ensuite, bien sûr, comme c'est souvent proposé, ce sera proposé par une coopérative, un distributeur, etc., il peut aussi y avoir une valorisation collective de ces données. Donc, je vous en ai mis un exemple ici. Bien sûr, comme on avait un nombre de parcelles assez restreint, on les a suivis au niveau cultural au fil des 2 campagnes, et on a mesuré très précisément le rendement final sous forme de bottillon. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça rendement bottillon. C'est un rendement d'1 mètre de long, donc de 2 rangs de blé sur 1 mètre de long. Hein, donc on appelle ça des microplacettes qu'on coupe à la main et ensuite on bat les épis à la batteuse à épis au laboratoire. Donc c'est des rendements biologiques qui sont en général plus supérieurs au rendement moissonneuse-batteuse de l'agriculteur, parce que lui a aussi des zones tassées, des tournières, etc. Mais on a comme ça acquis très précisément ces rendements des parcelles sur 6 placettes par parcelle dans une zone d'observation définie. Et donc là, je vous ai présenté la courbe du rendement de ces placettes en 2019 et en 2020, 2019 en jaune, 2020 en rose. Donc vous voyez qu'il y a le même type de relation en 2019 et 2020, alors que c'était des années climatiques très différentes, entre ce rendement en ordonnée et le nombre de grains mètre carré qu'on a mesuré sur les épis en abscisse. Bon, c'est une relation classique hein, en blé, mais ça permet donc d'avoir d'une part le potentiel maxi de l'année, puisque vraiment ce sont les points les plus hauts, et on peut tracer une courbe enveloppe, si on peut dire, qui arrive en bleu. Donc en fait, quand on a des points sur cette courbe, on peut dire qu'on a atteint le rendement maximum de l'année. Alors il y en a quelques-uns qui sont sur la courbe, bien sûr, mais il y en a quand même qui sont en dessous. Et on peut faire une espèce d'analyse de groupe en disant, voilà, par rapport à un potentiel du pédoclimat de l'année qui était là, si on reste autour de 20-25 000 grains de quasiment 100 quintaux en rendement biologique, ben on a des parcelles qui sont arrivées ou des microplacettes qui sont arrivées. Par contre, on en a qui en sont loin pour le même nombre de grains mètre carré. Donc, ce qui a dénoté un souci de remplissage du grain, puisque le nombre de grains il y était, mais ils n'ont pas été assez remplis, assez bien remplis pour arriver au rendement maximum. Et donc, on peut comme ça un peu typer les situations en revenant aux parcelles des agriculteurs et étudier avec eux, faire une espèce de diagnostic, pourquoi ils n'ont pas atteint leur rendement potentiel. Est-ce que c'est un problème parasitaire? Est-ce que c'est un problème justement dans le pilotage de l'azote?
et tracer avec eux des axes de progrès pour les années suivantes. Voilà. Donc ça, c'est la dimension analyse de groupe qui peut aussi être permise par ce type d'outil. Merci Stéphane. Est-ce que Sandrine, il y a des remarques, des questions par rapport à cette intervention? Oui, on a une question donc d'une personne qui demande si ces outils sont ou seront interopérables avec, par exemple, les outils de traçabilité des agriculteurs pour leur éviter des ressaisies de données. Oui, bien sûr, c'est une bonne question. Oui, on peut imaginer tout à fait qu'ils soient interopérables. Axel, tout à l'heure, dans ses questions, dans ses remarques, citait la démarche BIAPI avec la cartographie des sols qui donne accès à une réserve utile potentielle. On peut imaginer que si l'agriculteur a un outil de traçabilité dans lequel il rentre les caractéristiques de ses parcelles, qui soit en général pris en charge ou connecté avec l'intranet de son organisme stockeur, de sa coopérative, on peut tout à fait imaginer justement une API qui permette de demander les informations parcellaires nécessaires à CHN, donc le type de sol, la variété, la date de semis, etc. Et qu'on extrait ces informations directement si l'agriculteur les a déjà saisies dans son outil de traçabilité. Alors, c'est justement le principe des API et de modules qui sont interconnectables et qui sont ouverts. Hein. On travaille donc là dans le cadre de DigiPilote sur ce type de module pour que c'est tout l'inverse d'une boîte noire, c'est tout à fait modulaire et ça peut être interconnecté à un type d'outil de gestion parcellaire. Oui, c'est Christophe. Hein. Effectivement, Stéphane l'a bien précisé, on a intégré dès le départ la possibilité d'interfacer les outils soit via une application spécifique, soit dans un intranet adhérent particulier. Voilà, on utilise également un robot conversationnel qui également est multiplateforme et qui peut s'intégrer sur les plateformes intranet des différentes coopératives ou négoces qui pourraient être à même de déployer ce type de solution en fait. Voilà. Merci. On a une deuxième question qui est arrivée là. Stéphane, tout à l'heure, quand tu montrais les sorties graphiques du modèle CHN, tu annonçais un gain économique moyen estimé à 100 € à l'hectare pour les parcelles et pilotes de GPS. Comment ce gain a été estimé, s'il te plaît? Alors, oui, c'est une très bonne question parce que c'est pas facile à estimer. Bien sûr, on n'aurait pas pu le faire. Ça a été estimé à la fois en analyse de groupe. Hein, je vous disais, on a animé le groupe d'agriculteurs testeurs et on leur a demandé à la fin, alors ça peut rester assez subjectif, ce qu'ils auraient fait, ou du moins comment ils procédaient, comment ils raisonnaient leur fertilisation azotée et leurs irrigations en l'absence de l'outil. Et bien sûr, on a acquis les résultats, vous voyez très précisément, les rendements, etc., en présence de l'outil. Et donc, on leur a en fait calculé leur marge sur l'hectare de blé en l'absence de l'outil et avec l'outil, les années où on a fait le test. Et donc, bien sûr, ça a demandé un peu de travail pour s'adapter, leur demander tout ce qu'ils avaient fait comme intrant, y compris les semences, les produits phyto, pas que les apports d'azote et l'irrigation, bien sûr. On a analysé la qualité du grain avec la coopérative et on a pris les barèmes de paiement de la coopérative pour le blé livré à la fin. Et donc, finalement, on a reconstitué la marge de l'agriculteur sur ces hectares de blé avec et sans l'outil. Alors avec, je considère que c'est fait assez précisément, hein, on l'a fait avec tous les éléments nécessaires. Par contre, sans, ça reste assez subjectif parce que c'est la discussion avec l'agriculteur.
mais on n'est jamais sûr de ce qu'il aurait fait en l'absence de l'outil en 2019 et en 2020. Donc on a essayé d'approcher ça et donc de le faire en comparaison des deux marges, hein, celle avec l'outil et celle avec sans l'outil. Ok, merci. Et donc, une dernière question, bon, c'était sur la diapo juste avant. Est-ce que c'est une seule variété ou plusieurs variétés qui ont été utilisées pour l'analyse des rendements bottillons en fonction du nombre de grains au mètre carré? Oui, c'est plusieurs variétés, hein, parce que bien sûr, chaque agriculteur avait différentes variétés. Donc là, c'est un mélange de plusieurs variétés. Enfin, c'est pas un mélange, mais il y a une dizaine ou une douzaine de variétés différentes dans le nuage de points là, que je vous ai présenté. Ok, merci. On n'a pas d'autres questions. Merci Sandrine. Eh bien, on passe à la dernière présentation, donc avec Mathilde qui nous présente l'offre Predictis. Mathilde, à toi la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Mathilde Closset, je travaille à la direction de la valorisation chez Arvalis, qui est une activité de transfert et de commercialisation des œuvres de service qui sont basées justement sur la valorisation de nos travaux. Et donc, dans le cadre de ce webinaire, je vais vous présenter l'offre Predictis, qui est une valorisation possible du projet DigiPilote. Donc, pour bien comprendre comment a été positionnée cette offre, je vais remonter aux besoins. Donc, on a un besoin qui ressort très souvent auprès des agriculteurs, qui est celui de piloter et d'optimiser quotidiennement ces interventions d'irrigation et de fertilisation à la parcelle. Pour répondre à ce type de besoin, on peut proposer par exemple un outil d'aide à la décision pour une cible agriculteur qui permettra donc de lui donner des doses soit d'azote, soit d'irrigation pour piloter. Et à côté de ça, on a d'autres besoins qui nous sont parvenus au sein d'Arvalis qui tournent autour de ces thématiques, eau et azote, mais sur des cibles et sur des objectifs un petit peu différents. Donc, on a par exemple eu des besoins d'animation par Arvalis, donc c'est sur ces thématiques auprès des conseillers, voire des agriculteurs, soit pour augmenter l'expertise de ces conseillers, soit pour leur apporter des éléments, par exemple, pour mieux objectiver et comprendre les tendances de l'année. On a des besoins qui nous ont été aussi remontés au niveau des structures autour de la création d'observatoires des conditions de l'année ou d'identifier au sein de réseaux d'essais qu'elles peuvent mettre en place les stress hydriques, les stress azotés pour mieux comprendre ce qui s'est passé sur ces essais. Et en fait, tout cela constitue des besoins variés, donc plutôt en lien avec l'animation et l'accompagnement des entreprises et de leurs équipes autour du suivi de campagne eau et azote. Tu peux passer la diapo, Emmanuel. Et donc, c'est dans ce cadre qui a été créé, en tout cas, qui est en cours de création, une offre qu'on appelle Predictis, donc au sein d'Arvalis, qui est en fait la combinaison entre l'utilisation d'un modèle de culture, donc le modèle CHN qui vous a été présenté par Guy précédemment, qui est adapté aux conditions de l'année, qui permet de faire du suivi de campagne, et l'expertise d'Arvalis dans l'accompagnement, dans la formation et dans l'interprétation de ce modèle de culture qui peut paraître complexe, donc au niveau des tendances de l'année, mais aussi de la structure. Je te laisse passer, Emmanuel. Donc voilà, comme vous l'avez compris, en fait, c'est une offre d'expertise qui est vraiment à la carte pour répondre à des besoins qui sont variés. Et ici, je vais vous présenter un exemple pour répondre, par exemple, à une demande d'une structure qui souhaite faire monter en compétence ses conseillers sur les thématiques eau et azote, et également disposer d'indicateurs, d'éléments clés pour suivre la campagne au niveau de la structure. Donc, cet exemple de prestation, par exemple, est en 2 temps forts. Donc, on a un premier temps fort plutôt au début de la campagne qui va permettre de transmettre aux conseillers tous les éléments de compréhension agronomique et les indicateurs clés qui sont issus du modèle CHN sous la forme d'une initiation. Et ensuite, tout au long de la campagne, sur la base d'une dizaine de parcelles qui vont être suivies et qui vont être simulées grâce au modèle CHN, où on va disposer d'indicateurs,
L'objectif est de suivre donc ces parcelles et donc d'avoir au cours de 3 rendez-vous des rapports assez complets sur ce qui s'est passé sur ces parcelles, notamment par rapport à des indicateurs qui vont être délivrés par CHN, et d'avoir un accompagnement par un ingénieur régional d'Arvalis qui va apporter toute son expertise pour expliquer et expertiser ces résultats sur chacune des parcelles. Tu peux passer, Emmanuel. Donc, dans le cadre de cette prestation, par exemple, on fournit un rapport donc, pour chacune de ces parcelles. Donc, ici, vous avez certains morceaux du rapport qui sont affichés. Donc, notamment sur ces rapports, on va fournir des informations clés sur la parcelle. Donc, quelle espèce, quelle variété, la date de semis, etc. On fournit également des prévisions de stade de développement. Et puis, des sorties de CHN. Donc ici, par exemple, vous avez à l'écran un bilan hydrique, ainsi que quelques indicateurs clés en lien avec l'irrigation. On fournit également d'autres informations, si tu peux passer, Emmanuel, notamment en lien avec la fertilisation, donc avec l'état et l'évolution de l'azote au sein de la plante ou au sein du sol. Et donc, on fournit des indicateurs qui permettent de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer dans l'avenir. Toujours en lien avec la fertilisation, on fournit également des informations sur la valorisation des apports d'azote qui peuvent aider à comprendre justement l'état azoté de la plante. Et sur ce rapport, également, donc, le commentaire de l'ingénieur régional Arvalis qui va suivre la prestation, qui va analyser ces résultats en lien avec le contexte et les attentes de la structure. Et ce rapport sera donc fourni lors de rendez-vous et l'ingénieur régional sera là pour répondre à toutes les questions qui pourront émerger par rapport à ce qui est fourni. Je te laisse passer, Emmanuel. Donc, pour revenir à CHN, donc l'utilisation et les points forts de CHN donc, dans le cadre de cette prestation Prédictis. L'avantage de CHN, c'est, comme vous l'avez sans doute vu et compris, ça permet d'avoir une simulation complète et accessible des différents mécanismes et interactions entre le sol, la plante et l'atmosphère pour détecter des stress hydriques et azotés et pour agir notamment sur la fertilisation et l'irrigation. CHN permet aussi de délivrer des simulations, et ça c'est très important, qui sont adaptées aux conditions locales et de l'année. Et sa vision prédictive permet vraiment d'agir quand il est encore temps. Et un dernier avantage, c'est que l'utilisation d'un modèle, notamment du modèle CHN, dans le cadre d'un observatoire, permet de s'affranchir ou au moins de limiter les mesures destructives, ce qui peut être un gain de temps et un gain économique dans la mise en place d'un observatoire des conditions de l'année. Du coup, pour résumer l'offre prédictive, donc qui est vraiment une offre d'expertise à la carte, cette offre permet de vous faire gagner du temps, donc de faire gagner du temps aux structures dans le suivi de campagne, de développer l'expertise des conseillers, de disposer également d'un outil d'animation qui peut être aussi un observatoire des conditions de l'année, et tout ça en partageant avec un expert régional d'Arvalis. Et donc pour finir, cette offre est en cours de construction. Elle va être amenée à évoluer très prochainement, donc notamment grâce au projet DigiPilote. L'objectif, c'est que les livrables, notamment les rapports que vous avez vus, mais aussi d'autres formes de livrables, puissent être délivrés par la plateforme qui va être initiée dans le projet DigiPilote. Donc ça, c'est un premier objectif d'évolution. Après, on aimerait évoluer, enfin, agrandir l'offre de culture dans Prédictis. Actuellement, on est juste sur du blé tendre et du blé dur d'hiver. On aimerait l'étendre à d'autres cultures. On aimerait également étendre à d'autres modèles. Donc, on est surtout sur du modèle CHN de culture et de prévision de stade. On aimerait également ajouter des modèles autour de la protection contre les maladies,
Donc pour vraiment étendre et rendre le suivi de campagne le plus complet possible. Et puis toujours en lien avec le projet, pouvoir utiliser donc les sorties de CHN couplées à des capteurs au champ ou satellites pour aller encore plus loin dans le suivi de campagne et dans le contexte local et de l'année. Donc voilà, j'ai fini. Merci de votre attention. Merci beaucoup Mathilde. Est-ce qu'il y a eu des réactions dans le chat? Pour le moment, non, pas sur cette partie. Ok, très bien. On a prévu un petit temps là, on a terminé les présentations, donc on avait prévu un petit temps d'échange de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, vous avez encore quelques minutes si vous avez des questions, des remarques à nous faire passer, et également des questions vers les partenaires. Bon, vous avez vu, les présentations ont été centrées plutôt sur des aspects de R&D et de valorisation. Vous avez des partenaires dans le projet qui ont des profils un petit peu plus spécifiques. Je pense à Acta Digital Service ou à Agdata. Donc n'hésitez pas si vous avez aussi des questions vers ces structures à les poser. Et puis, j'essaye d'alimenter, mais s'il n'y a pas de questions qui arrivent, on va vous proposer de clôturer ce webinaire. Il a été enregistré, donc je renverrai à tous les inscrits le lien pour le revisionner ou le faire suivre dans vos réseaux respectifs, donc n'hésitez pas. Et puis, j'en profiterai aussi pour mettre les contacts de l'ensemble des partenaires. Si vous souhaitez, par exemple, interroger Noémie sur Smart AgriHub ou sur les possibilités de financement à l'Europe, si vous souhaitez interroger Nicolas sur de la prestation en termes de développement informatique par Acta Digital Service ou Agdata Hub sur les fonctionnalités de leur plateforme, n'hésitez pas à interroger ses collègues directement, donc avec les contacts que je vous mettrai. Voilà, je ne vois pas de remarques ni de questions arrivées. Donc, je vous propose d'en terminer là pour ce matin. Merci pour votre participation, en espérant vous avoir apporté des informations intéressantes. Et puis, l'ensemble des partenaires du projet reste à votre disposition si vous souhaitez par la suite échanger sur ce qu'on vous a présenté ou autre chose. Voilà. Merci à tous. Très bonne journée. Et puis à bientôt.